Bonjour, aujourd'hui nous abordons le deuxième texte de notre parcours consacré à La nuit m'est courte de Du Bellay. C'est un auteur du XVIe siècle, comme Ronsard, c'est d'ailleurs un contemporain. Il est né en 1522 et mort en 1560. Il est connu pour un livre qui s'appelle La défense et illustration de la langue française, publié en 1549. C'est un ouvrage théorique très important parce que jusque-là, le latin domine dans la littérature. C'est la langue des savants. Et Du Bellay et ses amis s'emploient à défendre la langue française et à l'illustrer, c'est-à-dire à l'enrichir de mots nouveaux et à lui donner le statut d'une langue de littérature. C'est un projet ambitieux et c'est là un point commun avec Ronsard, qu'il connaît et qui le rejoint. Et à eux deux, ils vont fonder un groupe qu'on appelle la Pléiade et dont on reparlera. En même temps qu'il publie la défense et illustration de la langue française, Du Bellay publie l'Olive, le recueil de poèmes d'où est extrait ce texte. C'est un recueil de sonnets, peut-être inspiré par une certaine Mademoiselle Viole, Viole, et du coup, les critiques voient une anagramme, c'est-à-dire un jeu sur l'ordre des lettres, hein, viol, olive, ou bien ce recueil aurait été publié en l'honneur d'une de ces trois parentes qui ont porté ce nom. Bref, vous l'aurez compris, il y a une incertitude des biographes, mais dans le fond, peu importe à qui est destiné ce recueil. Il s'agit ici, et c'est très important de le retenir, il s'agit ici avant tout d'un exercice de style. Cette passion est d'abord littéraire. Il ne faut pas voir ces poèmes amoureux comme l'expression d'un sentiment ou d'un seul sentiment. Il s'agit avant tout d'un jeu, d'un exercice de style. Du Bellay chante une maîtresse idéale en s'inspirant d'un poète qui l'a précédé, comme il a précédé Ronsard, qui s'appelle Pétrarque, et qu'on aura l'occasion de croiser dans les semaines qui viennent. Alors on va découvrir le texte, hein, je vous le lis. La nuit m'est courte et le jour trop me dure. Je fuis l'amour et le suis à la trace. Cruel me suis et requiert votre grâce. Je prends plaisir au tourment que j'endure. Je vois mon bien et mon mal je procure. Désir m'enflamme et crainte me rend glace. Je veux courir et jamais ne déplace. L'obscur m'éclaire et la lumière obscure. Vôtre je suis et ne puis être mien. Mon corps est libre et d'un étroit lien, je sens mon cœur en prison retenu. Obtenir veut et ne puis requérir, ainsi me blesse et ne me veut guérir, ce vieil enfant, aveugle archer et nu. Alors quand on observe le poème, on se rend compte que comme la fois précédente, il repose sur un certain nombre d'oppositions. Si vous avez bien compté, il y en a 12 qui créent un effet de monotonie. Parce que finalement, on a des décasyllabes, des rimes embrassées, un rythme qui revient quasiment à chaque vers, 4-6, 4-6, la nuit m'est courte, 4, et le jour trop me dure, 6, le fuit amour, etc. etc. La conjonction et, si vous l'entouriez dans le texte, vous remarqueriez qu'elle est systématiquement placée au cinquième vers et que ça crée comme une espèce d'axe dans le poème. Et du coup, on pourrait dire que il y a là une certaine monotonie dans le poème. Le poète exprime une plainte, comme la fois précédente, et on retrouve quelque chose de lancinant dans la reprise systématique du même rythme. On trouve aussi dans le premier quatrain des sonorités en ui et en ou, nuit, suis, jour, courte, jour, etc., amour. Et là aussi, dans la répétition des sons, on retrouve cette impression de monotonie. Toutefois, cette construction est-elle seulement monotone? Si on y regarde de plus près, pas complètement. Par exemple, dans le premier vers, on a une opposition entre nuit et jour, courte, dure, une opposition terme à terme. On va le retrouver dans le vers 2, je fuis, suis. Dans les vers 3 ou 4, ça change. Cruel me suis et requiert votre grâce.
Je prends plaisir au tourment que j'endure. On n'a plus une contradiction terme à terme, mot à mot. Donc il y a quelque chose de différent. D'autre part, dans le vers 4, par exemple, on ne trouve pas la conjonction et. Tous les vers ne sont donc pas construits exactement sur le même modèle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sinon ce serait vraiment répétitif et le lecteur se lasserait. Si on regarde le jeu des pronoms, là aussi on s'aperçoit qu'il y a certaines différences. Dans le vers 1, par exemple, on a me, M', Dans le vers 2, je fuis l'amour. Et dans la fin du vers, et le suis à la trace, le je a disparu. C'est une phrase elliptique. Il manque le pronom je. Dans le vers 3, je vois mon bien et mon mal, je procure. Là, il manque un me, et mon mal, je me procure. Vous voyez, il manque comme ça parfois des mots qui peuvent créer la surprise. Donc, on a une impression de régularité, mais ce n'est qu'une impression. On n'a pas quelque chose de figé, de systématiquement répétitif. Alors, que conclure sur ce premier point? Eh bien, qu'on a une monotonie apparente. Le poème semble construire sa règle, à chaque vers on attend la copie du précédent, et en même temps, le poème pervertit cette règle, il la modifie, la monotonie permet d'exprimer la souffrance, une douleur lancinante, et en même temps, les changements permettent de créer des effets de surprise, c'est donc une fausse monotonie. Voyons à présent les champs lexicaux, dominants comme on l'avait fait la fois précédente. Je vous avais demandé de classer les oppositions selon qu'elles relevaient du domaine physique ou moral. Alors, dans le domaine physique, on va trouver le vers 2, je fuis l'amour et le suis à la trace, ou bien le vers 7, je veux courir et jamais ne déplace. Quel est le sens de ces vers? Eh bien, on a l'impression que le poète est paralysé, je veux courir et jamais ne déplace. On va trouver aussi une opposition physique dans les vers 10 et 11. Mon corps est libre et d'un étroit lien, je sens mon cœur en prison retenu. J'espère que tout le monde aura vu la diérèse dans le vers 10 d'un étroit lien. Alors pourquoi une diérèse? Eh bien, c'est un effet d'insistance. Ça permet. Et en plus, ici, on a un vers construit sur un enjambement, puisqu'il faut lire les deux vers. Mon corps est libre d'un étroit lien, je sens mon cœur en prison retenu. Alors pourquoi cette modification? Eh bien, pour signifier ici qu'on a quelque chose d'important. C'est d'autant plus important que le sujet du verbe, du vers 11, je sens mon cœur, joue le rôle de contre-rejet dans la mesure où l'élément important est placé après l'enjambement. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur ces vers-là? Eh bien, c'est parce que l'amour est vécu comme une prison. Euh, le poète a l'impression d'être paralysé. 4 vers pour le domaine physique, tout le reste appartient au domaine psychique. Je ne vais pas tous les relire. Je fais juste une remarque sur le vers 8. L'obscur m'éclaire et la lumière obscure. On a là un chiasme, alors je crois qu'on a déjà vu ce mot, vous vous référez à votre lexique. Chiasme, C-H-I-A-S-M-E, dans la mesure où vous avez obscur, clair, lumière, obscure. En fait, les mots se répètent, mais dans un sens inversé. Pourquoi est-ce que le domaine moral l'emporte? Eh bien, tout simplement parce que la souffrance est avant tout psychique. Les antithèses expriment une instabilité et en même temps une perte, puisque le poète semble paralysé, diminué, amoindri. C'est assez différent sur ce point-là de Ronsard, où n'apparaissait que l'idée d'instabilité. Si on jette un œil sur les vers 4 et 5, on a quelque chose d'intéressant. Je prends plaisir au tourment que j'endure, je vois mon bien et mon mal je procure. Comment comprendre cela? Eh bien, on dirait que l'auteur est lui-même à l'origine de sa souffrance. Il est la cause de sa paralysie. La dépossession, finalement, est quelque chose qu'il semble entretenir. Alors, comment retrouver, comment mettre un terme à cela? Eh bien, sans doute par l'intermédiaire de la femme aimée. C'est notre deuxième point. Où apparaît-elle? Comment est-elle dépeinte?
Eh bien, chez Du Bellay, on s'aperçoit qu'on a une adresse directe à elle. Cruel me suit et requiert votre grâce, écrit-il au vers 3. Votre grâce, il s'adresse directement à elle. Mais elle n'est pas nommée. De même, dans le vers 9, vôtre je suis et ne puis être mien. Ça, c'est intéressant d'ailleurs parce que on a l'impression qu'il est dépossédé de lui-même. Euh, Dans le fond, on a le sentiment qu'il voudrait qu'elle soit à lui. Il aurait pu écrire mienne, je vous souhaite, mienne, j'aimerais que vous soyez. Mais non, il écrit et ne puis être mien. Autrement dit, il ne s'appartient plus. Cruel me suit et requiert votre grâce, au sens de gracier. euh, donc il l'appelle comme pour qu'elle intercède, pour qu'elle, en quelque sorte, elle le délivre. Euh, et puis là aussi, on trouve une inversion parce que cruel me suit. Dans le fond, ce n'est pas la dame qui est cruelle. Il est cruel lui-même envers lui. Lui-même envers lui. Et donc, la femme serait finalement celle qui permettrait de relier ces deux moitiés divisées, séparées, et qui le font souffrir. Autrement dit, elle est à l'origine de cette division, parce qu'elle est absente, mais elle est aussi le remède, parce que si elle apparaissait, si elle était là, dans le fond, il retrouverait une certaine unité. Enfin, comme chez Ronsard, dans le texte précédent, Du Bellay accorde une place particulière à la pointe ou la chute. Vous savez, vous vous rappelez, c'est un effet créé dans la dernière strophe ou tout au moins dans les derniers vers. Euh, Ainsi me blesse et ne me veut guérir ce vieil enfant aveugle, archer et nu. Alors le ainsi est intéressant parce que, vous vous rappelez, chez Ronsard, il y avait deux points qui amenaient une explication. Ici, on a le ainsi qui amène donc une conclusion. Ce vieil enfant, on a ici un déterminant démonstratif qui renvoie donc à quelque chose soit dont on a déjà parlé, soit à quelque chose de connu. Il se trouve qu'ici, Ronsard n'en a pas parlé, mais les lettrés de l'époque auront reconnu Cupidon, c'est-à-dire le dieu de l'amour. Alors pourquoi vieil enfant? Bien parce que euh, Cupidon est un dieu grec donc, qui appartient à la mythologie, donc vieil enfant, et vous voyez qu'on a une allusion à la mythologie comme chez Ronsard, donc vieil enfant, et donc, vieille parce que la mythologie, et enfant parce qu'il est toujours représenté sous les formes d'un enfant. Et pour souligner ce moment important du texte, Ronsard utilise un oxymore, j'espère que tout le monde se souvient de la chose, sinon vous courez à votre lexique à la fin de la leçon. Euh, Aveugle archer, eh bien, Cupidon était ce dieu chargé de se faire rencontrer les amoureux, et on le représente souvent avec les yeux bandés, ce qui permettait aux Grecs d'expliquer pourquoi parfois des amoureux peuvent être ensemble, bien que très mal assortis, parce que l'un est très grand ou grande, l'autre très petit, enfin, etc. Ça. Et donc Cupidon est aveugle parce qu'il tire ses flèches et ça tombe, finalement, ça tombe. Et nu, pourquoi est nu? Eh bien parce que il est souvent représenté nu. Euh, donc, et puis alors, oui, une dernière chose, on a un dernier vers particulièrement travaillé, parce qu'on a là aussi un rythme différent, hein, ce vieil enfant 4, aveugle, archer 4 et nu 2. Et donc ce dernier groupe est mis en valeur. Autrement dit, qui est responsable du malheur du poète? Eh bien, c'est Cupidon, le dieu de l'amour. Euh, Comme chez Ronsard, on termine sur une allusion mythologique. La pointe donne la clé du poème. Et d'ailleurs, Du Bellay est un des premiers à insister, à réfléchir sur la valeur de la pointe. Bilan, que faut-il retenir de ce poème? Eh bien, finalement, quelques points communs avec le poème précédent. Ici encore, la Dame paraît inaccessible. Elle devient l'objet d'un culte de la part du poète, qui se sent dépossédé de lui-même. Il y a de nombreuses oppositions rhétoriques. Le poète est voué à l'insatisfaction,
Mais à la différence de ce qu'on a vu chez Ronsard, il semble se satisfaire de cet état, comme si cette insatisfaction était le moteur de son amour. Donc on a quelque chose ici d'assez paradoxal. Et enfin, l'amour se présente comme un exercice d'introspection. Euh, le poète se pose des questions sur lui-même. La ressemblance entre les deux textes, et si vous ne deviez retenir qu'une chose de la comparaison des deux textes, ce serait ceci, c'est que la ressemblance entre les deux textes nous amène à réfléchir sur le problème de la sincérité. En fait, elle ne se pose pas. Ce qui compte ici, ce n'est pas tant l'amour pour une femme, c'est la manière de le dire. Ce qui est important, c'est donc l'exercice de style. Alors, pour la prochaine fois, mais je le mettrai sur Pronote, je souhaite que vous vous renseigniez sur Pétrarque, donc ce poète italien, qui est l'inventeur du sonnet et de cette forme de sonnet en particulier. Et donc, on avancera un peu plus sur la découverte de cette poésie amoureuse au XVIe siècle. Voilà, bonne semaine.